Cette semaine au podcast ordinaire, je reçois Mathieu Dubreuc pour parler avec lui de sa carrière de coach et d'instructeur de CrossFit, mais aussi de propriétaire de la business qui s'appelle O2CO2, qui va enseigner les 4 piliers, qui est le chaud, le froid, l'immersion au froid. Vous me voyez souvent faire des cold baths, on parle de breathwork, on parle de méditation. Un gars très, très, très songé, un gars qui a mille et une connaissances, un gars qui va vous raconter autant comment être en santé que comment être une meilleure personne au quotidien. Vous allez voir, vous allez adorer sa personne. Un très, très bonne entrevue. Bon épisode tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est l'entreprise Mindblow Energy et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Mathieu Dubreuc au podcast ordinaire, comment ça va? En super forme, merci. En forme. Reviens de Moncton? Je reviens de Moncton. Correct, Peut-être un petit accent acadien, on verra. On va voir ça au courant du podcast. On va te le faire perdre assez vite parce que moi, le Québécois, je l'ai très bien. Tu me parlais justement que tu fais des séminaires, tu fais des trucs du genre. Anyway, on va en parler un petit peu de c'est quoi tes forces et ce que tu enseignes aux gens autour de ça. Tu es un coach de CrossFit, tu as des gyms de CrossFit, je pense que c'est depuis 2008 déjà? Exact. J'ai affilié en 2008. J'ai ouvert officiellement en 2009, mais Ok. ouais, depuis. Je pense qu'à ce moment-là, le CrossFit, c'est peut-être pas ce que c'est aujourd'hui. C'était pas autant connu, honnêtement. Comment toi, tu as commencé dans ce domaine-là? Un peu comme plein de choses, là. Peut-être qu'on en parlera, mais tu vas voir, j'ai un peu cette faculté à comme commencer les trucs avant qu'ils soient populaires, là. OK. Fait que souvent, je me fais dire que je suis un peu tata ou que c'est stupide ou. Puis, parce que comme toute nouveauté, tu sais, souvent on dit que c'est stupide, après ça on Ouais. dit que c'est dangereux. Le CrossFit commence à sortir de ça, là. Quoique il y en a qui vont encore dire que c'est un Ouais. peu dangereux. Mais il y a eu une vague pendant un moment où c'était très dangereux. Ouais. Puis là maintenant ça devient un peu la norme. Fait que j'ai commencé quand c'était un peu considéré stupide. C'est OK. quand c'était considéré, il n'y a aucune base scientifique là-dessus. Tout le monde sait qu'il faut périodiser de façon linéaire. Tu aurais dû lire Bomba puis compagnie. Ouais. Fait que j'ai commencé un peu par hasard, là. Je faisais beaucoup de parcours, là. OK. Ceux qui Ouais. grimpent les buildings et compagnie, là. Pas à très haut niveau, là, mais j'aimais bien ça. Puis ça stressait énormément mon coach sur l'équipe nationale parce qu'il se disait, tu sais, il va se blesser. OK. Fait que tu avais un Fait qu'il coach m'a dans dit ça. en bateau à voile. OK. Moi, je faisais du bateau OK. à voile à ce moment-là. Fait que j'ai découvert ça à Miami dans un parking de club de voile, là. Le coach était comme, ah, il t'essaiera CrossFit.com, là. C'est pas mal moins dangereux que tes affaires. OK. Fait que je suis allé là-dessus. Mais dans ce temps-là, c'était pas mal la seule source d'information. C'était aussi pas mal le début d'Internet, là. Je suis pas allé dessus avec mon téléphone, là. Il a fallu que je me connecte. Puis Que tu te avec branches, un câble, qu'on ouais, lance le téléphone, puis que... on entende tudu, 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 tch. Puis j'ai vu un workout de la journée, j'ai essayé ça. Ça m'a pas mal remis en question parce que ça m'a smashé. OK. Puis je me considérais. Je devais avoir un bon ego, tu sais, je me considérais comme un bon athlète. Tu es sur l'équipe canadienne, tu te dis, hey, moi, je suis vraiment bon, je fais partie du 1%. Ouais. Puis là, je faisais pas partie du 1%. Quand je regarde dans les commentaires, tous les gens m'avaient battu pas mal, là. Fait que je me suis dit, j'ai deux choix, tu sais, où ça s'arrête là. Puis je dis que c'est stupide, comme tout le monde. OK. Ou j'essaie de voir pourquoi est-ce que j'étais pas prêt. Tu sais, pourquoi est-ce que ça me montre que j'avais un trou dans mon armure d'athlète, entre guillemets, là. Fait que OK. c'était plus par test, puis par essayer de chercher pourquoi est-ce que j'étais pas bon là-dedans, tu sais. Alors que je pensais que j'aurais dû être bon là-dedans, tu sais. À ce moment-là, j'imagine que tu n'avais pas de coach ou rien, il n'y avait pas de gym de CrossFit, ou peut-être tu vas me dire le contraire, mais j'imagine. Il y avait quelques gyms, OK. mais j'ai pas commencé avec... il y en avait définitivement pas que je connaissais à Miami où est-ce que j'étais. Quand je suis revenu à Montréal, par contre, il y avait CrossFit Montréal qui avait ouvert. OK. Sur la rue, ça, c'était une bonne histoire aussi, là. Ce qui est devenu Jacques Ambroise, qui était le propriétaire à ce moment-là, puis qui est devenu mon associé dans mon premier gym.
mais qui s'appelle Jacques-Ambroise, puis son gym était sur la rue Saint-Ambroise, dans le château Saint-Ambroise. Fait que je pensais que c'était le king de la place, tu sais. Le roi au Québec. Mais c'était à cause de la brasserie Saint-Ambroise. OK, c'est juste mais- plein d'annonces. Fait que je suis allé là à quelques cours. Mais principalement, ça se passait sur Internet. Tu sais, c'est le début de la popularisation d'Internet, puis du fait que ça pouvait permettre à des... Parce qu'à la base, le CrossFit, dans le fond, c'est le premier, à ma connaissance, fitness vraiment open source de cette façon-là. Où est-ce que tu avais beaucoup de choses gratuites sur Internet, un certain kernel qui était peut-être justement ce que maintenant on enseigne au niveau 1, qui était assez fort pour que tu puisses l'utiliser de multiples façons, genre comme préparation physique générale ou pour pas aller en maison de retraite, là, tu sais, des choses qui Ouais. peuvent être polairement opposées quasiment. Puis qu'après, tu donnes tes résultats dans une espèce de groupe en ligne, puis que ça permette de faire avancer la patente. Un peu comme les choses après, comme OpenOffice et compagnie. Ouais. Ça fait que c'était un peu ça du fitness. C'est ça qui bizarre, m'a hein? attiré, là. C'est particulier de montrer comme ça. On dirait qu'une gang de monde sur des forums qui font juste se montrer comment être de plus en plus bon dans qu'est-ce qu'ils font comme discipline comme ça. Parce que moi, tu sais, moi, je suis issu du fitness pur et simple, là. S'entraîner pour être plus en shape, pour aller sur un stage relay. Puis... Fait que moi, le CrossFit, puis j'étais venu une fois dans le temps à ton gym avec Reggie. Puis je m'étais brûlé raide, mon gars. Là, j'avais zéro la capacité physique à ce moment-là, encore aujourd'hui sûrement, de suivre des workouts comme ça. Toi, justement, je pense que tu es un des seuls formateurs certifiés pour transformer quelqu'un en entraîneur officiel de CrossFit. Puis tu es un des seuls francophones, je pense, qui a eu ton niveau 4. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça. On avait été en formation, un des seuls niveau 4 francophones. Est-ce que je me trompe? Un des seuls, oui. Il y en a d'autres maintenant, là. Il y a Caroline Lambré de Montréal aussi. En fait, à Montréal, on a pas mal la gang de francophones. OK. Puis maintenant, il y en a 2 aussi en France qui ont leur niveau 4, là, qui a un niveau... je pense que c'est un des seuls, pas dans le monde du sport, là. C'est similaire à ce que je connais dans le monde du ski, par exemple. OK. Où est-ce qu'il faut que tu sois capable de démontrer que tu sais appliquer la théorie. Dans le fond, tu donnes des cours, puis tu es évalué sur, pas ton efficacité à donner les bons cues ou alors à bien décrire les mouvements, mais est-ce que les gens qui sont devant toi, qui sont des gens normaux, tu es capable de les améliorer? OK. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Ben oui. Puis d'ailleurs, c'est assez dur, là. J'ai raté la première fois. Parce que justement, tu sais, mettre la théorie en pratique, C'est deux choses. c'est le même principe qu'en bodybuilding. Tu sais, tout le Ouais. monde peut lire les livres d'Arnold puis se dire je vais devenir Mr. Olympia, mais après, essaye de le faire. Ouais. Ça sera pas Mais- aussi facile, tu sais. Je le vois quand même pour après ça essayer de l'enseigner. C'est une autre réalité. Là. C'est comme ça. C'est du bro science souvent. Je sais que vous autres, c'est une autre réalité. Puis je veux dire, je suis un gars qui a été longtemps le CrossFit pour aucune raison d'ailleurs, by the way. Là. Comme tous les gars qui s'entraînent, qui sont comme CrossFit, nanana. Puis aujourd'hui, comme je suis beaucoup plus moi-même fonctionnel dans ce que je fais ou autre, fait que c'est beaucoup plus de gars qui peuvent m'intéresser. Mais continue par rapport justement à ton niveau 4, t'es un des seuls francophones, comme tu disais, là, dans la gang de Montréal. Mais par rapport à être un formateur. Ouais, puis après, on est quelques formateurs. Il y a un autre francophone qui s'appelle Benoît Poirier de Montréal, une autre fille qui s'appelle Valérie Boileau de Montréal aussi. OK. Mais j'étais le premier, tu sais, à faire ça. Sauf si on compte un ancien Montréalais, mais qui habite aux États-Unis depuis OK. très longtemps, qui a encore un peu de mal à parler français, là, mais qui était avant moi, il faut le donner. Hein. Stéphane Rocher était avant moi. Mais que donné, exemple, on a donné le premier niveau 1 en français à Québec, puis là, on va aller donner un autre bientôt là, en février, je pense, tout en français, là, ce qui est une première là, pour au Canada. CrossFit. Puis on est bien content OK. de pouvoir l'amener dans notre langue. Là. OK. Qu'est-ce qui fait que c'est autant. Je vais pas dire le mot select, mais qu'est-ce qui fait que c'est moins accessible, on dirait, que peut-être d'autres disciplines ou d'autres écoles ou. C'est cool parce que tu vois, en ce moment, puis ça, on pourra en parler, là, tu sais, s'il y a des gens qui suivent le CrossFit, là, on a été vendu, puis on n'a plus un propriétaire unique. OK. Là. Maintenant, on est coté en bourse quasiment. Là, OK. parce que c'est un consortium genre de portefeuille qui nous a acheté. Fait que ça a sûrement changé un petit peu ça, parce que maintenant, ils essaient de mettre le message qu'on est pour tout le monde. Tu sais. Mais nous, on a tendance à dire que le CrossFit est adaptable à tous, mais tous n'aimeront pas le CrossFit parce que en anglais, ils disent it's for the willing. Tu sais, il faut que tu veuilles avoir un inconfort volontaire. OK. Puis on pourrait faire un parallèle, hein, on s'est déjà vu aussi dans un autre Ouais, on va scénario de glace. Tu sais. C'est un peu comme un bain de glace. Tu sais, si tu décides de le faire comme une punition, ça va être atroce.
puis c'est pas une bonne idée. Puis il y a plein de gens qui souffrent du froid. Fait qu'ils se disent, oublie ça, que je vais essayer d'aller. Mais de la minute que tu switches puis que tu es prêt à dire, tu sais quoi, ça va être un inconfort que je m'impose, mais de façon volontaire, là, pourrait y avoir des bénéfices. C'est pas plus facile ou plus Ouais. agréable pendant, mais le CrossFit, c'est la même chose. Tu sais, Ok. Puis jusqu'à un certain point, bien honnêtement, le bodybuilding aussi, parce que si tu veux te mettre l'inconfort d'avoir une diète spécifique puis tout ça, faut que ça soit volontaire, parce que sinon, tu vas t'arrêter assez vite. Tu sais, tu vas te faire 2, 3 semaines, voire 2, 3 mois, puis, Ok. puis c'est fini. Mais c'est ça, le CrossFit, je pense que c'est beaucoup plus proche. Puis moi, c'est ça qui m'a approché quand j'étais un athlète, c'est que c'est un inconfort plus proche de quelqu'un qui essaie de faire un sport à haut niveau Ok. qu'un inconfort qu'on pourrait dire un petit peu plus accessible Ouais. facilement. Tu sais. Parce que quand t'en parlais comme ça, c'est que CrossFit, à base, était une business. CrossFit, c'était une entité légale. Fait que quand tu pratiquais le Ça l'est cross... encore, ça l'est encore. Puis c'est Ok. ça qui est dur à départager parce que tu as CrossFit LLC maintenant, puis tu as la méthodologie CrossFit. Fait que moi, quand je réfère au CrossFit, pour les besoins du podcast, je te parle pas Ouais. mal de la méthodologie parce que je suis pas dirigeant de CrossFit, j'ai Ouais. pas de part dans CrossFit LLC, qui est la compagnie. Tu sais. Mais au niveau de la méthodologie, je fais partie de ceux qui la font avancer puis qui l'enseignent. Donc, quand on parle de CrossFit, la méthodologie, ça, c'est la portion qui est open source. Puis d'ailleurs, il y a peu de gens qui le savent, mais notre premier propriétaire, Greg Glassman, il n'a jamais breveté la méthodologie pour être Ok. sûr qu'elle reste justement ouverte puis que ça soit open source. Ce qui est breveté, c'est le nom. Ok. Fait que toi et moi, on peut aller faire du CrossFit dans notre garage tant qu'on ne le vend pas en utilisant le nom pour faire de Ouais. l'argent, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de brevet là-dessus ou de trademark là-dessus ou Ok. de quoi que ce soit. Il y a un trademark sur l'utilisation du nom qui est là commercial puis la compagnie. Ouais. Ok. C'est quand même particulier. Je sais que tu disais à Max en pré-entrevue que tu étais quelqu'un de très compétitif et que ça a probablement aidé dans plusieurs sphères de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, je crois énormément à la compétition, mais la compétition, la définition, si on retourne dans les origines latines, qui serait s'élever avec les autres. Puis je pense que c'est quelque chose qui a été perdu dans notre société. J'aime pas trop le fait qu'en ce moment, puis ça, c'est peut-être un peu les dérives qu'on pourrait voir du monde actuel capitaliste, où est-ce que, tu sais, pour avoir un gagnant, il faut que tu aies bien des perdants. Ouais. Si tu veux être riche, il faut qu'il y ait beaucoup de gens pauvres, entre guillemets. Bon. Puis c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le sport professionnel. Tu sais, si tu veux gagner le Super Bowl, il faut que toutes les autres équipes aient perdu. On a un peu perdu le côté de l'idée, c'est d'élever les autres. Pour moi, la compétition, ben, premièrement, si tu es tout seul à vouloir compétitionner puis accepter le set de règles, ben, tu es premier et dernier en même temps. Fait que, tu sais, il faut que tu aies un groupe qui décide d'embarquer dans la game. Ok. Puis il faut que tu aies un groupe qui décide d'embarquer dans la game parce qu'ils voient qu'ils vont être élevés. Puis c'est un peu l'origine aussi, l'idée de première, si on fait le parallèle de l'économie moderne. C'est qu'il faut que tu puisses répondre aux besoins de quelqu'un puis que ça l'aide si tu veux être Ouais. successful. Mais après, les dérives un peu de ce qu'on peut voir en capitalisme ou ce qu'on peut voir en sport professionnel, c'est que pour gagner, il faut qu'il y ait plus de gens qui perdent. Fait que ça, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais je suis pour ramener, dans le fond, la compétition de c'est pour s'élever les uns les autres. Fait que je gagne ou pas, c'est le processus entre moi qui commence puis moi qui essaye ou qui se mesure Ok. et qui a le cadre que les autres amènent pour pouvoir se mesurer, qui fait qu'il y a quelque chose à apprendre. Tu sais, parce que sinon, tu es au statu quo, puis tu fais rien, Ouais. puis tu es un peu médaille de participation et compagnie, chose que on peut être pour ou contre, mais je suis pas comme youhou, tu sais, tout le monde Ouais. est gagnant. Tout le monde est gagnant s'ils font le process de se Ouais. mesurer aux autres, yes. Fait que ça n'a pas rapport avec où ils finissent sur le podium ou premier dernier. Mais tout le monde n'est pas gagnant s'il n'embarque pas dans le process, à mon avis, de vouloir se mesurer. Tu sais. Fait que c'est dans le dépassement de soi plutôt que dans absolument essayer de gagner quelque chose. Fait Ouais, que c'est ben pas pour juste de gagner, participer pour participer, c'est de participer avec aplomb, là, de le faire de la bonne façon. C'est ce que tu veux dire ouais, là? exact. Puis tu vois, dans les sports style le bateau à voile que je faisais pendant longtemps, je sais que c'est pareil en Ultimate Frisbee. Là. C'est des sports qui sont auto-referee. Là. OK. Fait que t'as pas de ref présent. Quoique maintenant, dans certaines disciplines de voile, il y en a, mais traditionnellement, il n'y en a pas. Ultimate Frisbee aussi, c'est auto-référé. Là. OK. Euh, T'as tout le temps, dans toutes les règles, ça commence par si pour gagner, tu perds le respect de ton adversaire, t'as perdu. Tu sais. Donc,
Puis ça rentre dans la définition que j'ai de la compétition positive, qui en fait, regarde, avec ce podcast-là, on est en compétition avec les autres podcasts, Ouais. puis ça nous élève parce que tu dis, ah, lui a fait ça, c'est une bonne idée, moi, ça me pousse à, moi, je suis qui par rapport, peut-être ça te pousse à justement à voir comment tu te différencies en même Ouais. temps de, t'es dans le même domaine, fait que t'es pas si différent non plus, puis fait que ça t'amène à monter. Je serais pas je serais pas pour que justement on dise il y a plus que le droit d'un seul podcast parce qu'on veut plus de compétition. Ouais. Ça Ça ferait pas de sens. ça ferait pas de sens pour moi. Tu sais. Ouais, je suis d'accord. Depuis 2022, tu es rendu également auteur. Est-ce que c'est un projet de COVID ou est-ce que c'est juste une idée qui est partie comme ça de ton côté? Non, c'est un projet avec un ami qui s'appelle Christopher Dedeyan, que j'ai entraîné pendant longtemps, que j'entraîne encore en fait. Fait que on va parler au présent, que j'entraîne encore présentement. Qui, comme moi, adore lire à sa façon, parce que lui est très dyslexique, fait que souvent c'est des livres audio qu'il prend. Moi, j'ai découvert, j'ai jamais été diagnostiqué, mais bon, à l'université, on m'a fait comprendre que j'étais sûrement un peu dyslexique, parce que, par exemple, j'étais très bon en mathématiques, puis je ratais quasiment mes examens juste en faisant trop de fautes de français dans la réponse, exemple. De grand moment, ils sont comme moi, je pense que tu fais pas exprès. Mais, fait que ça a toujours été un challenge pour nous. Puis les deux, lui, il est conférencier professionnel. Moi, je gagne ma vie en partie en étant formateur, donc en parlant. Ouais. Puis on lit beaucoup. Fait qu'on se dit, tu sais quoi, il faudrait qu'on fasse le projet d'essayer d'écrire un livre juste pour apprendre à mieux s'exprimer sur papier. Parce qu'on est très bon en parole, mais sur papier, c'est pas quelque chose qu'on manie très bien, Ouais. qu'on maîtrise. Fait qu'on s'est dit, on va écrire un livre juste pour le fun. Puis on s'est pris un coach, puis on écrivait un petit paragraphe par semaine, puis on se faisait corriger, puis ça nous a pris 5 ans. C'est vrai? 5 ans? Ouais, ça nous a pris 5 ans pour écrire 174 pages. C'est pas tant que ça en plus, là, pour un petit livre. Puis fait que là, plus ça avançait, plus on était relativement fiers du résultat, parce qu'on l'a vraiment fait. Nous, on s'était dit, c'est 2-3 mois, là, let's go. On fait ça pour le fun, puis ça sera un PDF genre qu'on vendra pour le fun ou qu'on donnera à nos amis. Là. Mais tu sais, nous, on a refait un projet. Puis ben, pour finir, c'est pour ça qu'on s'est dit, tu sais quoi, on va le publier parce que ça a pris longtemps. Puis on trouvait que les idées valaient la peine d'être partagées. Hein. C'est cool. C'est sur quoi, by the way? Parce que je sais que j'ai entendu parler, puis je connais un petit peu Chris, justement, je l'ai vu souvent de façon créative, mais c'était sur quoi le sujet explicitement? Ben, on a fait le lien. Dans le fond, Chris, il représente le côté du business guy. Lui, c'est vraiment ça, sa priorité dans sa vie en ce moment, qui s'entraîne pour être meilleur en business. Puis moi, je suis le côté sportif qui, pour finir, a bien réussi en business, mais qui est comme un byproduct de l'entraînement. Fait qu'on fait la corrélation, dans le fond, ça s'appelle, c'est en anglais, play for profit. Fait que jouer pour de l'argent. T'sais. Puis c'est la corrélation entre ce qu'on peut apprendre en sport puis comment l'appliquer en business. Okay. Parce que le concept est que en sport, puis ça, on peut en parler en visualisation, tout ça, ton cerveau, il fait pas la différence entre une défaite en sport puis une défaite dans la vie réelle. Ouais. Alors que le sport, tu sais, bon, que tu gagnes ou perdes, souvent, ça veut pas dire grand-chose. Tu vas manger à soir, genre, tu sais, c'est... Oui. Ouais, à moins que ça soit... que tu sois dans la finale de la Coupe Stanley, peut-être ça va changer ton contrat, mais même à ça, tu vas manger le soir. Ouais. Mais ton cerveau, apparemment, tu as des études très sérieuses qui te disent que tu as plus peur, ton cerveau a plus peur de perdre un événement sportif que sa propre mort. T'sais. Fait que tu le vis quand même qu'un événement très important. Donc, si tu veux apprendre des stratégies de leadership, si tu veux apprendre des stratégies de planification, si tu veux apprendre des stratégies de comment revenir d'une défaite, de communication avec ton équipe, c'est un super bon sandbox pour le faire dans un environnement que ça fait comme une simulation la plus réelle possible, parce que ton cerveau y croit vraiment. Okay. Ça arrive pour vrai même, mais ça n'a pas des conséquences dramatiques dans ta vraie vie à l'extérieur. Puis après ça, tu peux l'appliquer dans ta business où là, si tu joues avec 2 millions de dollars, peut-être que ça va changer où tu habites. Ouais, peut-être que tu vas moins manger à soir ou ça va être un plus petit repas à soir aussi. Exact. Tu vois une bonne grosse corrélation entre la vie sportive ou en tout cas ce que tu fais toi-même du sport et ce que tu fais toi-même de ta business ou des affaires. Vous avez trouvé une bonne corrélation entre les deux dans quoi beaucoup? Dans la discipline, dans toutes ces choses-là qui vont mener à bien
Ouais, T'es- une des premières, si jamais il y a des parents qui nous écoutent dont les enfants sont des filles, là. Moi j'ai 2 filles, un gars. Euh, Au-dessus de 80% des filles qui ont des postes dans les Fortune 500 ou C-Suite et compagnie ont fait du sport universitaire. OK. Puis ça, ils voient la relation que par exemple, pour une femme de faire un sport à haut niveau, c'est moins accepté dans la société. Bien qu'au Québec, on est dans les plus habitués, mais dans la plupart des endroits dans le monde, et même quand même au Québec, parce qu'on va quand même avoir tendance à dire aux filles, même si elle a une chance de gagner les championnats du monde de hockey, ouais, mais tu ne gagneras pas ta vie avec ça, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et avec un gars, tu vas lui dire, ben oui, mon gars, tu vas gagner 3 Exactement. millions dans. Tu sais, bon. C'est quand même plus difficile et c'est quand même plus un choix qui est sur je suis passionné par ça, puis il va falloir que j'aille à contre-courant un peu. OK. Ce qui fait qu'après, ben, dans la business, c'est encore malheureusement plus à contre-courant d'avoir des femmes en position CEO, CFO, CMO. Ouais. euh, Ils ont plus de bâtons dans les roues, mais elles sont déjà habituées en fait, parce qu'ils ont déjà vécu Ouais, ça c'est ça. justement ailleurs. Fait que ça, c'était une des choses. Après, ben, dans les sports d'équipe, tu apprends énormément à prendre responsabilité de choses que tu n'as pas faites. Tu peux jouer une game parfaite puis perdre le championnat. OK. Puis si tu te mets à te fâcher, ça aidera pas plus. Tu peux décider que tu avais peut-être juste 1%, 10%, 20% de responsabilité. Puis là, maintenant, si tu veux que ça change, vu que tu as une certaine responsabilité, tu vas faire des changements. Si tu te dis, c'est pas de ma faute que ça m'arrive, Ouais, ben, il n'y aura pas de changement. c'est Tu sais. sûr. Ce qui fait qu'après, ben, dans ta business, c'est le même principe. Si tu te dis, ah ben c'est la COVID, c'est pas de ma faute, ben, il y a des bonnes chances que ta compagnie ne continue pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais si tu es comme, regarde, peut-être qu'il y avait 1% de responsabilité que j'aurais dû planifier qu'il pouvait y avoir un cataclysme, ben là, maintenant, tu vas mettre en place des systèmes puis tu vas en sortir plus fort. Tu Ouais. sais. Fait que ça, c'est 2 exemples de choses que tu peux apprendre dans le sport. Puis encore une fois, où tu vas apprendre à nous, ce qu'on met de l'avant, c'est que c'est un coût plus faible que de perdre ta compagnie pendant la COVID. C'est ça. Right? C'est un coût Ouais. plus faible quand tu le fais en entraînement ou en sport collégial. Tu sais. Ouais, souvent, c'est ça. Tu sais, en vieillissant, souvent, encore là, c'est des excuses, mais on a moins le temps. On Mhm. met moins le temps souvent aussi. Tu as parlé d'enfants ou whatever. Une des choses qui me manque le plus étant plus jeune ou de quoi, c'est peut-être de pratiquer des sports comme ça de façon justement plus compétitive. Ou est-ce que s'entraîner quand j'ai fait de la compétition, des choses, j'avais peut-être une espèce d'objectif, une compétition. Maintenant, je ressens plus ce même ce défi-là de peut-être le faire. Puis tu vois, le peu de temps où est-ce que je ressens ça, c'est si je vais jouer au tennis avec des Mhm. chums ou de quoi, parce que c'est vraiment. Puis c'est un one-to-one, puis je suis compétitif, fait que même si c'est pour le plaisir, puis j'en sors avec du plaisir, il y a un défi. Puis il y a un défi parce qu'il faut que j'amène la balle dans un coin quelque part, que l'autre ne peut pas la ramasser ou quelque chose. Fait que ça me fait vraiment beaucoup du bien. Puis on dirait que je le vois dans la société ou dans mes amis ou dans les gens proches ou dans ma femme, des fois, whatever, qu'on a ces discussions-là, que c'est comme ça manque à beaucoup de gens, mais de faire l'étape pour aller retourner vers le sport, on dirait que je me rends compte que beaucoup de gens auraient énormément à gagner à ramener, pas nécessairement juste l'activité physique, mais vraiment le sport. Parce que d'aller marcher ou de quoi parce que tu veux perdre du poids, c'est cool, puis c'est vrai que c'est fonctionnel, ça fonctionne. Mais comme tu l'as dit, là, puis tu as donné des bons exemples, le sport amène réellement quelque chose de plus que juste le fait de bouger pour que physiquement tu te sentes mieux. Mhm. Ça va au-delà de ça, puis de. Fait que c'est intéressant. Non, on parle énormément de ça dans le livre. Écoute, dans le fond, si on va très très loin, puis après, je ne veux pas rentrer dans est-ce que c'est l'évolution, puis on descend du singe, mais c'est indéniable qu'il y a un moment quand même où est-ce qu'il y a eu une certaine évolution qui a fait qu'on est devenu qu'est-ce qu'on est devenu. Ça. Ouais. Puis tous les chercheurs experts en neurosciences vont dire que le neurone vient en premier de contrôler le mouvement. Parce que si tu regardes, plus l'espèce, moins l'espèce bouge, moins ils en ont besoin. Exemple, tu prends les plantes, ils n'en ont pas. Mais dès que tu as une plante carnivore qui a besoin de contrôler le mouvement, là, ils ont des précurseurs de neurones. OK. Fait que c'est indéniable qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas si on ne bouge pas. Parce qu'à la base, notre cerveau, il est fait pour contrôler notre mouvement. En deuxième lieu, il est fait pour comprendre des concepts abstraits. Fait que
Puis c'est pas pour rien que toutes les anciennes écoles, là, c'est marqué en latin un esprit sain dans un corps sain. Là. C'est pas pour rien Ouais. que c'est comme ça. C'est pas pour rien que si on regarde les anciens philosophes, ils ont tous l'air aussi d'avoir un corps athlétique. Là, puis ils te parlent du fait que le mouvement et la nourriture devraient être ta seule médecine. Ouais. Et, bon, après, c'est facile de prendre ça, c'est le passé, mais il y a des bonnes chances. Moi, j'aime beaucoup regarder dans le passé. Ils n'ont pas toutes les réponses, c'est sûr. Mais quand il y a des choses qui ont survécu des milliers d'années, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque Ben, chose d'intéressant à regarder là-dedans. juste ce sujet-là, je sais qu'on pourra en parler des heures, là, mais tu sais, mais 1 heure d'activité physique à nos enfants tous les jours à l'école, encore là, on peut aller loin, là, tu sais, voit le taux de ADHD diminuer ou de concentration de plus dans les classes ou les notes, on peut pas le faire là parce que personne ne le fait. Mais je serais curieux de mettre ça en état test pendant 1 an puis de voir les résultats puis de... Il me C'est semble que sûr. mes enfants sont pas mal plus sharp ou pas mal plus allumés ou d'un côté pas mal plus calmes quand ils ont réussi à se dépasser pendant 1 heure, aller jouer dehors puis ils reviennent puis il y a un shift dans comment ils sont, dans comment ils sont peut-être prêts à faire une activité qui est plus intellectuelle ou... Bon, oui. Fait que, Mais tu sais, la nature, en tout cas, chez tous les mammifères, la nature a définitivement sélectionné que le jeu par le mouvement était le meilleur apprentissage. c'est clair. Parce que plus un mammifère est intelligent, plus il joue. Tu regardes, pas pour rien que les lionceaux, genre, ils se battent en jouant. Parce que la journée où il faut qu'ils se battent pour vrai, s'ils l'ont pas pratiqué, ça va être Ouais. un problème. Mais tu vois pas des lionceaux qui sont assis puis qui écoutent le grand maître lion, genre voici comment, puis qui pratiquent la technique. Ils jouent, tu sais. Ouais. Les dauphins, c'est pareil. Les enfants, c'est la même chose. Tu sais. Ils jouent, ils veulent avoir un contact avec le réel, mettre tout dans leur bouche, ils essayent, tu sais. Mais c'est comme ça qu'on est supposé d'apprendre. Fait que c'est assuré quand tu commences à mettre ça, quand tu parles de troubles potentiellement de concentration, d'apprentissage, si ça, c'est peut-être parce qu'on a tendance à juste utiliser un canal d'apprentissage, alors que tout le monde le sait. Dans le fond, un adulte fonctionne un peu mieux avec une chose à la fois. Tu sais, si là, à l'écran, on est en train de montrer des choses, en même temps de parler, en même temps de leur demander de bouger, puis en même temps qu'ils sentent quelque chose, ça mélange le monde. Ouais. Mais un enfant, plus l'encodage est complexe. Fait que plus il parle, en même temps de bouger, en même temps de regarder quelqu'un qui le fait, en même temps de sentir quelque chose, puis ressentir du fun, plus ça va rentrer. Tu sais. C'est comme ça qu'on est supposé fonctionner. Fait que c'est sûr que si tu es juste là, puis tu fais juste écouter le prof 2 fois 2, ça fait combien? C'est pas pareil que de en même temps avoir 2 jetons plus 2 jetons, le voir, en même temps y toucher, en même temps devoir courir 2 fois plus parce que tu l'as eu. En tout cas, Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Je sais que des fois, c'est plus difficile de le voir dans un effet de masse, c'est-à-dire, tu sais, de te prendre un enfant one-to-one. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents, je sais, qui recommencent à faire de l'école à la maison ou autre pour plus être en contrôle de ces choses-là. Encore là, je connais énormément de professeurs, fait que des fois, j'essaie de me mettre à leur place puis de comprendre, mais c'est sûr que tout le système est bâti d'une façon. C'est difficile de changer un système puis de changer les individus qui sont attachés, qui est nous les parents, qui est les professeurs, qui est la direction, qui est les enfants au final aussi. Fait que, comme je c'est te sûr dis, que c'est pas juste l'école. Il faut que nous, on mais le non, fasse. c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de parents qui prennent le temps de quand l'enfant arrive de l'école de faire autre chose. Là. Peut-être qu'on les met devant la TV aussi tout de suite. Là. Fait que, Ouais. je veux dire, on a notre Ah, part à jouer 100%. aussi, ça c'est sûr. 100%. C'est les parents qui sont tout à commencer. C'est ta job d'enseigner à mon enfant. Ça, j'ai un peu plus de la misère aussi. C'est sa job, c'est vrai. Elle a étudié pour ça. Elle a des notions que nous, en tant que parents, on a oublié ou on les connaît même pas parce que on est rendu dans une autre. Mais si tu te laves carrément les mains de l'éducation complète de ton enfant, en tout cas, dans ma tête, sois pas surpris s'il arrive des choses après. Puis, Mhm. Petite pause au podcast d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui se trouve à être 40 Uniform, qui est une compagnie incroyable qui font de l'impression de vêtements corporatifs. Si vous avez une compagnie qui a besoin de quoi que ce soit, des tote bags comme ça à l'effigie de votre entreprise, des casquettes, des hoodies, des manteaux, name it. Peu importe ce que vous avez besoin, ils ont les meilleurs forfaits au Québec, tout simplement. Si vous voulez imprimer 50 t-shirts pour vos gars sur le chantier de construction, peu importe qu'est-ce que vous avez envie, 40 Uniform peut rendre ça réalité. Rendez-vous sur le site web dès maintenant et allez voir les différents forfaits qui sont disponibles. Et merci énormément à 40 de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. De retour à l'épisode. Parlons de O2CO2, c'est même qu'on le prononce. À toutes les fois, je suis Exact. O2C2, O2CO2, Oxygène, CO2. CO2, J'adore ça. expiration. J'ai fait une formation avec toi qui était comme
initiation, je pense. Comment on l'appelait déjà? C'était les premiers pas dans... Bon, qu'est-ce qui est découverte. découverte. On a fait le breathwork, on a fait les cold baths. On a-tu fait autre chose à ce moment-là? On a fait Initiation? cohérence cardiaque un peu. Ouais. Exact. Je te laisse me parler de cette belle aventure-là parce que moi, ça m'a beaucoup allumé parce que je suis déjà quelqu'un qui aimait les cold baths. Après ça, breathwork, c'était quelque chose que je connaissais pas, qu'on entend beaucoup parler aussi. Comment vous est venue cette idée-là du projet? Puis comment ça va aujourd'hui, si tu veux en parler un petit peu en détail? Ouais, cool. Ben, dans le fond, en premier, moi, je pense que il n'y a pas juste... Ce qu'on appelle une langue, c'est pas juste des choses tu sais, pour parler. Les gens le savent qu'il y a le langage non-verbal. Ouais. Bon, si tu es sourd, il y a le langage des signes. On pourrait dire que si tu habites longtemps dans la jungle, tu as le langage de la nature, puis tu arrives à comprendre. Bon, si tu as eu un chien, tu commences à comprendre un peu comment il essaie de communiquer avec Ouais. toi. Moi, à mon avis, ma langue maternelle, c'est le mouvement, tu sais. Puis, O2CO2, c'est quoi? Ben, on a comme trouvé, ou du moins c'est notre vision des choses, que si tu apprends à comprendre qu'est-ce que veut dire comment tu respires, c'est un peu comme la langue de ton corps. Tu sais. C'est un peu le code morse que tu pourrais utiliser pour accéder à ton système nerveux autonome. Fait que pour les gens pour qui je parle du charabia en ce moment, c'est que dans le fond, souvent, on a tendance à subir les événements. Tu sais, si vous avez des enfants, ça leur arrive tout le temps. Là, tu sais, ils crient, puis là, tu vas les voir. C'est parce que Chloé a fait ça. Tu sais, c'est tout le temps à cause de quelque chose d'extérieur que eux sont comme ça. Ouais. Tu sais. Puis malheureusement, si tu n'apprends pas ça à l'âge enfant, ben, comme adulte, on en a beaucoup aussi. Là, tu sais, c'est jamais de leur faute. Là. C'est mon patron ça, le trafic ça, il faisait pas beau, fait que je suis pas content. Fait qu'ils subissent. Tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, ils sont pas capables de parler à leur corps puis de décider comment ils réagissent à l'événement. Ouais. Fait que ce qu'on fait avec O2CO2, c'est vraiment comme enseigner la base de quand j'inspire, en très simple, c'est un peu comme si j'appuyais sur l'accélérateur. Quand j'expire, c'est quand je dis à mon corps de relaxer. Puis après, ça dépend si j'utilise mon nez, ma bouche. Mais pour rester ça très simple, plus je prends du temps à respirer, puis plus j'expire vite, plus je suis sur le nerf. Puis on peut reconnaître les gens, hein? Genre comme ça, là, ils sont pompés, là, ils veulent te rentrer dedans. Là, t'es passé sur la rouge, puis ils klaxonnent. Là, t'sais. Versus, tu reconnais la personne où tu arrives chez toi, puis tu vas dans ton sofa, puis t'es comme... là, t'es relax, t'es dans confiance. T'sais. Mais souvent, si on connaît pas ce code-là, on fait juste le vivre. Ben ouais, quand je suis énervé, je deviens essoufflé. Mon rythme cardiaque augmente. Ben, c'est pas de ma faute. C'est l'automobiliste qui m'a klaxonné. Tandis que, en fait, nous, ce qu'on a découvert, puis on n'est pas les seuls, hein, on a plein de mentors qui nous ont expliqué ça, mais ce qu'on met en pratique dans les ateliers O2CO2, c'est attends une seconde. En fait, si tu donnes le code de relaxer, ton corps, il va relaxer. Okay. Même si à l'extérieur, il y a quelque chose de très stressant. Puis c'est là que vient le cold bath pour nous. Pour nous, le cold bath, dans le fond, c'est un endroit où est-ce que tu peux tester ça sans trop de conséquences. Parce que quand tu rentres dans un bain froid à 1 degré, c'est un événement ultra stressant. Ton cerveau, il pense que tu vas mourir. Fait que lui, il va partir exactement comme si tu vois un lion qui t'arrive dessus. T'sais. Fait que c'est un super bon endroit pour tester. Attends, je vais dire à mon cerveau de relaxer. Je vais dire à mon cœur de ralentir. Je vais dire à ma respiration de se calmer en utilisant justement ces techniques de respiration. Puis là, tu arrives à passer un moment confortable dans l'inconfort. Okay. Puis après, ben, ça se met dans ta vie de tous les jours où est-ce que ton patron dit quelque chose de pas cool, tu sens que ça commence à monter, mais tu sais quoi faire si tu veux pas t'énerver. T'sais. Ou au contraire, tu es un peu fatigué, là. Tu sors de l'avion et tu as une conférence à donner. Tu sais comment stresser ton corps de façon positive, pour être comme non, c'est le temps, là, monte l'adrénaline, augmente le rythme cardiaque un peu, c'est pas le temps de s'endormir, le grand. Là, ou même quand tu conduis. Ça pourrait être une bonne idée. De... Ouais, mais oui. ça. Ou le contraire aussi, tu t'en vas au volant, whatever. Fait que tu arrives à être un peu plus en contrôle de ce qu'on pensait pendant très longtemps était juste, c'est les aléas de la vie, là, c'est pas de ma faute. Une réaction vidéotite. Puis comment tu compares ça? Parce que quand je le vois comme ça, on dirait que ça me fait penser à ce que tout le monde dit, faire de la méditation. Comment est-ce que tu compares les deux? Ou est-ce qu'une méditation, on dirait que encore là tu as le stéréotype de la personne qui met ses mains puis qui s'assoit puis qui relaxe.
Comment tu viendrais expliquer la différence entre les deux? Ben, dans le fond, dans O2, CO2, on a 4 piliers. On a le froid, le chaud, la respiration, puis la méditation qui vient après. Pour nous, la méditation, un peu, c'est comme le top de la pyramide, là. Quand tu es en état méditatif, c'est un peu, on parlait de l'enfance, là, c'est un peu comme si tu reviens dans tes 2 premières années de vie où est-ce que, là, on va pas rentrer, mais tes ondes, theta, puis bon, ta réalité, le rêve est la même chose. Là, tu es une éponge, tu arrives à comme te programmer. OK. D'où le fait que tu as toutes les thérapies qui vont souvent aller vers ben, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune, puis on va analyser ça On va pour. creuser ça. Fait que là, c'est comme si la méditation, mais à mon avis, faut pas partir en peur. C'est pas tout le monde qui est prêt. C'est comme le CrossFit. C'est pas tout le monde qui est prêt tout de suite à entendre ça. Mais la Ouais. méditation, ça sert à quoi? Ça sert à te reprogrammer, en fait. Si tu te considères comme une machine, ça te donne le. Au lieu d'être victime des apps qui ont été programmées à ton insu parce que tu choisis pas tes parents, tu choisis pas ta vie d'enfant, ben là, tu peux décider d'être comme attends 2 secondes, mettre une mise à jour. Moi. OK. Puis ça te permet de faire ça. Tu sais. Ce qui est, à mon avis, devrait être à la portée de tout le monde. En sport, c'est un peu le même principe qu'apprendre à traiter une tendinite ou une bursite toi-même. Là. C'est la même chose que savoir changer tes wipers ou mettre du liquide de lave-glace dans ton auto. Tu sais, c'est pas sorcier. Tu devrais pas avoir à aller chez le garagiste pour mettre du liquide de lave-glace. Tu sais. Ouais. Même si t'es pas mécanicien. Tu sais. Fait que la méditation, pour nous, c'est un peu ça. Si on veut redonner aux gens la capacité d'être capable d'être en contrôle, dans le fond, de vers où ils veulent aller. Tu sais. Au OK. lieu de tout le temps être comme ben, c'est pas de ma faute. Puis malheureusement, quand tu fais ça, pas pour tous, mais c'est souvent la cause racine un peu de la dépression. Là. Tu sais, tu vas et tu viens. Nous, en voile, c'est ça qu'on disait. T'as beau aller vite, tu vas dans la mauvaise direction, tu n'arriveras jamais à bon port. Tu sais, fait que t'as l'impression de courir vite, ouais, cool, mais tu t'en vas où, tu le sais pas, fait que tu Ouais. tournes en rond. Tu sais. On m'a toujours dit aussi comme des fois tu peux être à un degré pas correct, puis au final tu te ramasses tu vas aller à un endroit, mais t'es à un degré pas correct, t'as beau aller super vite, mais tu vas te ramasser à l'autre bout pas Exactement. correct. Fait que quand tu parles comme ça de méditation, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, puis je vais me prendre comme exemple, qui se sent pas capable de méditer, qui se sent pas capable d'être dans un moment de silence ou un moment. On dirait que ça, là, c'est ma hantise. Que Mhm. moi, les cold baths, le show, le si, c'est let's go. Puis même si on l'a fait dans la formation, il y avait des moments de relaxation, de breathwork. Encore là, vu que c'était mes premières fois, c'était très robotique. C'était très j'ai une tâche à effectuer parce que tu m'as dit quoi faire, je vais accomplir ça. Je ressentais les bénéfices puis les bienfaits puis qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Mais on dirait que de partir une routine de méditation, des choses du genre, souvent, on dirait que je le vois comme si c'est pas à ma portée pour l'instant. Mhm. Puis je sais que c'est beaucoup de gens qui me mentionnent comme ça aussi, ou que ah, ça, c'est pas pour moi. Puis comment tu. Qu'est-ce qui explique qu'une personne, c'est comme ça? Est-ce que de mon côté, c'est juste parce que je suis trop dans l'action tout le temps, puis que je suis pas capable de me poser? Comment toi, tu visualises ça? Ben, je pense que premièrement, faut relativiser un peu. Là. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation. OK? On a tendance à dire ça aussi dans le CrossFit. T'sais. On utilise des mouvements fonctionnels. Si je te dis, est-ce que tu peux aller chercher telle affaire là-bas, tu te lèves, et je ne vais pas commenter ton squat. Tu t'es levé, tu as accompli la tâche, bravo. t'sais. Hein? Right? Ouais. Par contre, genre, si tu me dis, Matt, je veux commencer à être capable de squatter 4 plates, peut-être qu'on va changer la technique de ton squat. Fait que, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de te lever de ta chaise. Ouais. C'est un squat, mais je ne vais pas commenter ton squat seul, pareil que si tu voulais devenir le meilleur là-dedans. Fait que, en méditation, c'est un peu la même chose. Déjà, juste le fait qu'il y a quelqu'un qui dit j'essaie de prendre 5 minutes sans mon téléphone quand je marche de où est-ce que je me suis stationné un petit peu plus loin à l'épicerie jusqu'à l'épicerie, puis je me rends compte que mes pensées vont en boucle, c'est déjà un début de méditation. T'sais. Puis est-ce qu'elle était bonne ou mauvaise? Là, le problème, justement, en fait, c'est que tu t'empêches qu'elle devienne bonne en disant qu'elle est mauvaise. Ouais. Mais comme en entraînement, on donne toujours sur l'échelle de 3 étapes. T'sais. La pire chose, c'est de ne pas le faire. Parce que le moment où tu en as besoin, tu n'es pas capable de le faire. La moins pire chose que tout le monde évite, c'est de le faire, mais de mal le faire. Parce qu'au moins, tu commences à aller dans la bonne direction. T'sais. Puis après ça, la meilleure chose, c'est de bien le faire. T'sais, ça, c'est clair. Mais sauf que les gens, ils oublient que tu ne peux pas commencer en le faisant bien. Mais prends un enfant qui apprend à marcher, ça lui prend 7 ans à ne pas avoir une démarche bizarre. Qui apprend à parler,
Hey, man, je peux t'en parler de mes enfants qui disent j'ai faim au lieu de j'ai faim. Tu sais, c'est Ouais, ouais. compliqué, là, les règles. Là, tu sais. Fait qu'il faut que tu leur expliques pendant longtemps. Ça ne prend pas 2 semaines. Puis ils n'arrêtent pas de parler quand tu les as repris 1 ou 2 fois. Ah, je suis pas bon, j'arrête. Fait qu'avec la méditation, en fait, il faut être un peu plus. Il faut sortir de la mentalité nord-américaine qui nous a été inculquée dans. Par contre, ça, tu vois, on pourrait dire que ça pourrait être quelque chose à désapprendre du sport habituel. C'est, tu sais, go hard or go home. Fait que Ok. nous autres, tu sais, la méditation, c'est on se dit, il faut que je le passe à fond. Là, c'est tout le contraire de ça. Tu sais, c'est apprendre à être, en anglais, on dirait kind. Tu sais, apprendre à être indulgent, dans le fond, avec toi-même. Parce que la méditation, c'est apprendre, dans le fond, à canaliser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que on a plusieurs cerveaux, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, tu as des neurones un peu partout, système digestif, ton cœur, ton ci, tout ça. Mettons qu'on prend juste le cerveau, là, Ouais. parce que tout le monde comprend, OK, ouais, c'est là. Le cerveau, c'est un peu comme un éléphant. Un éléphant sauvage, ça va causer des dommages si tu lâches ça dans le bureau ici, là. Right? Puis quand tu fermes les yeux la première fois ou tu essaies d'être calme pendant la première fois en 5 minutes, ton cerveau, il est sauvage, il est de même. Là. Fait que t'es comme tabarouette, on rallume les lumières. Tu sais, je veux dire, c'est sûr. Ouais. Par contre, un éléphant bien entraîné, c'est le seul animal que tu vas avoir dans un cirque. C'est le seul qui est capable de lever le bâton central du chapiteau. C'est le seul qui est capable genre d'avoir assez de mémoire pour se rappeler de tous les mètres qu'il y a eu, qui est capable de quasiment savoir où les animaux vont puis les ramener. Fait que quand ton cerveau devient entraîné, ça devient comme l'éléphant du cirque qui devient un atout exceptionnel. Tu sais. Ok. Fait que le but de la méditation, c'est ça, c'est d'apprendre que c'est normal. Ton cerveau, il n'a jamais été apprivoisé de ce côté-là. Fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit un peu sauvage, puis l'accepter. Puis pas. Puis la première étape de. Si on voulait mettre un label bien médité, c'est de ne pas avoir de mauvaise méditation. De ne pas mettre le label d'une mauvaise méditation. Il n'y en a pas qui peuvent être mauvaises. Tu sais, c'est Ouais. comme on dit à tous les gens qui veulent s'entraîner, tu n'as pas de mauvais entraînement, tu t'es pointé. Tu t'es pointé, tu t'es venu au gym, c'est Ah. pas une mauvaise journée, c'est une bonne journée. Mais tous les débutants font cette erreur-là. Ouais, mais j'ai pas levé aussi long. Ouais, mais tu sais, mon téléphone a sonné, fait que j'ai pas eu le choix d'arrêter à la moitié. T'es comme non, 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 mais célèbre le succès. C'est un peu la même chose. Puis tranquillement, on se met à pouvoir l'apprivoiser. Puis on utilise les trucs comme tu as fait. Tu sais, déjà, les bypass, c'est quoi? C'est quand tu vas dans un bain froid, beaucoup plus facile. Quand tu fais un breathwork, beaucoup plus facile. Fait qu'au début, peut-être que l'image qu'on a du moine bouddhiste qui est capable de rester assis en dessous de son arbre pendant 8 heures, là, il faut juste qu'on s'enlève ça. Ouais. Il y en a, c'est par l'entraînement. Il y en a, c'est la marche. Une des grandes choses, à mon avis, que les gens aiment dans les entraînements comme le CrossFit, c'est que ça les force à méditer. Tu sais. Ok. Parce que, ou alors, appelle ça être dans un état de flow. Ok. Mais t'as pas le choix parce que la demande est tellement haute par rapport à ta capacité justement mentale que ton cerveau, il peut plus se dire qu'est-ce que je fais à manger. Il est comme attends, là, mon degré d'oxygène atteint son max dans les jambes. Est-ce que je coupe le système digestif ou pas? Tu sais, il est comme, il est focus, là. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Fait que là, c'est une autre façon aussi de pouvoir méditer, là. Mais c'est ça, il faut juste le faire tranquillement, sans vraiment d'attente. Puis je pense que pour un Nord-Américain, c'est quelque chose où quelqu'un qu'on dit compétitif, Ouais. c'est peut-être un apprentissage difficile. Parce qu'on a tendance à être comme, j'ai-tu passé la première étape? Je suis bon, là? C'est quoi? J'ai-tu Ouais. eu 100%? Ouais, parce qu'encore là, c'est la définition que tu te fais. Tu sais, là, tu l'as bien simplifié, puis moi-même, je suis capable de mieux comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Mais encore là, quand tu t'y connais pas, whatever, puis que pour toi, la méditation, c'est de prendre un temps relax sans rien faire, puis de moi, aller au spa tout seul, ça m'angoisse. Là. Mhm. Incapable. Là. Comme j'ai Mais j'ai d'un autre envie de côté, parler, puis de. comme tu es compétitif, c'est ce que j'apprécie, c'est que tu dis, je suis capable de m'apercevoir que d'essayer d'être tout seul, ça m'angoisse, donc je veux l'améliorer. Ça, c'est quand on reparlait d'être bien compétitif, c'est ça, Ouais. être compétitif. C'est pas quelqu'un de faussement compétitif qui se cacherait derrière dire ce que le stéréotype de la compétition, il dirait ah non, mais tu me comprends pas, moi je suis compétitif et tout seul, ça m'énerve, fait que je le fais pas. Ce serait Ouais, pas. c'est une autre affaire. Fait que tu vois, la première étape est définitivement là. C'est la première étape, c'est de s'en apercevoir. Puis je le dis souvent à mes athlètes, tu sais, la seule personne qui est avec toi du début de ta vie à la fin, c'est toi-même. Hein. Fait que, tu
sais, c'est pas ton coach, c'est pas tes parents, c'est pas tes frères et sœurs, c'est pas ton conjoint, ta conjointe, tu sais, c'est toi. Fait que c'est un peu dommage qu'on nous apprend pas à dealer avec nous-mêmes. Parce qu'en effet, c'est la réaction totalement normale de juste être comme, ben là, tout seul, c'est qui lui? Ouais, c'est comme, qu'est-ce Je qu'il me mets fait? à penser à ça, j'ai pas le droit de penser à ça. Non, 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 wow, 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 wow. Tu sais, Ouais. c'est exactement ça. Mais c'est la même chose qu'on a besoin de faire à l'état adulte que sûrement tu vis avec tes enfants, là, que des fois, ils sont comme non, c'est pas juste. L'autre est. Puis t'es comme non, non, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais puis ça prend longtemps, là. Ça Ouais. prend combien de temps qu'ils disent pas c'est pas juste 18 ans? Tu sais? Je sais pas rendu là. Mais je le vois comme ça, mais je pense aussi, tu sais, comme tu l'as dit, le Nord-Américain, tout court, c'est en plus d'avoir des gens, mettons, comme moi, qui peuvent avoir de la difficulté à être seul ou à pas être tu sais, un peu dopamine addict, d'être tout le Mhm. temps comme stimulé. De pas de stimuler, c'est difficile pour moi, puis je sais que beaucoup de gens, c'est ça aussi. Mais c'est ça, c'est quand tu es tout seul, ben c'est qu'aujourd'hui, tu n'es jamais tout seul. Parce que tu te connectes en ligne, tu sors ton cell, tu es tout le temps entouré de stimuli. Fait qu'au final, c'est ça aussi qui est à apprendre, je pense. Être tout seul, c'est une chose, mais être capable aussi de se sortir de toute cette technologie-là ou de tout ce bruit-là, surtout, En je fait, pense. je pense que ce qui est vraiment dur, tu l'as bien dit, là, c'est que il y a beaucoup d'argent à faire avec le fait qu'on est addict à la dopamine. La Mhm. dopamine, on pourrait dire que c'est l'hormone du plaisir. Tu sais, tu t'entends ting sur ton téléphone, puis tu regardes, tu as une petite décharge de dopamine. Techniquement, dans la nature, la dopamine qui n'est pas dangereuse, mais qui est très bonne, c'est tu travailles pendant 6 mois pour être capable de changer ta composition corporelle. Tu montes sur ton stage, tu as une photo, puis tu es comme wow. Bon, ça, c'est une dopamine positive parce que ça t'a pris longtemps à l'acquérir. Ok. En CrossFit, ça pourrait être, tu as tout le temps rêvé d'être capable de te mettre la tête en bas puis faire un handstand push-up. Puis ça te prend 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Tu le réussis, tu es comme yeah. Tu sais. Ça, dans le fond, ça t'apprend qu'il y a un effort pour avoir ça. Si on regarde du côté chimique, pourquoi la cocaïne est aussi dangereuse? C'est que la cocaïne, en fait, ce que ça fait, c'est que ça. Tu prends ton verre d'eau et tu as la même décharge de dopamine que si tu viens de gagner le Super Bowl. Fait que tu fais n'importe quoi, tu es comme. Tout est fou. Tu sais, c'est quoi qui est le plus proche de ça? Ben, c'est un téléphone. Ouais. Parce que tu n'as aucun travail à faire pour avoir de la dopamine. Tu en veux un peu plus, boum, tu le fais. Fait que là-dessus, il y a une grande éducation à faire sur le fait que on se fait dire, encore une fois, principalement en Amérique du Nord, ou dans le vieux continent aussi en Europe, là, mais un peu moins peut-être en Inde et compagnie. Le bonheur, c'est une accumulation de plaisir. Right? Toutes les pubs, c'est ça. Là. Savourer du plaisir ou du bonheur. Ça, c'est Coke. Ouais. Genre, t'as le char, fait que, tu sais. Sauf que la dopamine, ça tombe vraiment vite. En fait, l'hormone du bonheur, si on regarde au niveau chimique, c'est la sérotonine. Puis ça sera jamais une accumulation de dopamine. Fait que si tu essaies d'accumuler, d'où le fait que on connaît tout quelqu'un qui semble avoir tout mais qui n'est pas content, c'est parce qu'il confond la quête du bonheur. Hey, je serais heureux si j'accumule plus de Ouais. dopamine, mais tu n'auras jamais la sérotonine. Sérotonine de dire hey, je suis assez, c'est assez, j'ai tout ce qu'il me faut. Exemple, on pourrait dire l'hormone du vrai amour, genre entre deux personnes. Tu sais, que c'est pas la flamme du début, c'est le wow, tu sais, j'ai trouvé la personne où est-ce que je pourrais passer le reste de ma vie Ouais. avec ça, c'est la sérotonine. Tu sais. Fait que je pense que c'est plus l'apprentissage et là-dessus, la méditation peut vraiment aider justement de sevrer un peu de l'accumulation de petits plaisirs, puis la quête de je veux beaucoup de petits plaisirs, puis le fait de comprendre que c'est peut-être pas mal intentionné, là, mais je veux dire, tout le marketing est vers des petits trucs de plaisir. Est-ce que tu peux pas vendre de la sérotonine? Tu peux vendre de la dopamine. Fait que Exact. tout va être là-dessus. Fait que de juste comprendre, ça veut pas dire qu'il faut que tu le bloques puis tu vives dans une grotte, parce que ça, c'est. C'est plus vite. Mais si tu t'éduques puis tu comprends qu'est-ce qu'ils essayent de faire, ben peut-être que tu apprends que tu mets la sonnerie de ton téléphone à off, parce que sinon, quand il y a un ding, ben, ça te donne ta Ouais. sérotonine. C'est sûr que tu vas aller le voir puis tu vas perdre ta concentration. T'sais. Peut-être que si tu as besoin d'utiliser une tablette, tu utilises un Remarkable sans genre Wi-Fi. T'sais. Ouais. Genre parce que comme ça, tu l'as pas. Puis tu as des moments,
t'as des moments où est-ce que tu te récompenses, puis c'est correct un peu, tu sais, d'apprendre à dealer avec. Là. Je dis pas qu'il faut tout enlever, mais c'est le premier cas, dans le fond, je pense, c'est d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que ça sert à rien de bannir les choses. Toute bonne idée, dans le fond, à la base, là, comme si on disait on va bannir les messages textes, devient une mauvaise idée quand tu l'appliques. Ouais. C'est comme si on disait on va forcer tout le monde à faire un workout CrossFit par jour. C'est comme à la base, tu dis ils vont tous être fit, c'est bon, mais non. C'est sûr que tu vas causer un marché noir de faux workout, de ci, de n'importe quoi. Je veux dire, de faux stamp de workout. C'est sûr que tu causes un gros problème. T'sais. Mais ça passe, je pense, par l'éducation, puis par la compréhension un peu de ce qui se passe. Puis ce serait la même chose dans la nutrition, à mon avis. Le plus gros problème qu'on a maintenant, c'est qu'on se bat contre qu'est-ce qui peut faire de l'argent. Puis ce qui peut faire de l'argent, par définition, est souvent addictif. Okay. Parce que c'est beaucoup mieux de vendre quelque chose que les gens vont revouloir que quelque chose que tu l'achètes une fois puis c'est fini. C'est l'histoire des bonnes nylons. Là. Ouais. Le gars qui a inventé ça, il a fait faillite. Puis après ça, maintenant, les bonnes nylons, genre, ils les foutent dans l'acide pour qu'ils soient prêts à péter, puis là, ils te les vendent. Parce que sinon, ça casse pas. C'est comme... fait que tu fais pas d'argent, tu le revois pas. C'est le principe du rasoir jetable. Là. Tu pourrais le faire pour pas qu'il soit jetable. Ouais. C'est juste que tu feras pas assez d'argent, ou le crayon Bic. Il faut que tu en rachètes, faut que tu en rachètes. Fait que, puis c'est, appelle ça le démon ou fais juste appeler ça, c'est la game. Mais une fois que tu comprends au moins la game, ben là, tu peux te mettre des limites plus ou moins acceptables. C'est la même chose dans la bouffe. Là. Ah oui, le sucre, c'est pas bon, mais mange un gâteau à ta fête si tu veux. Là. C'est correct. Fais juste apprendre que ça devrait pas être ton déjeuner tous les jours. Ouais. Genre, c'est juste ça. C'est une compréhension, finalement. Oh, oui. C'est vraiment juste ça. Exact. Mais les gens souvent skippent cette partie-là. Malheureusement. Parlons rapidement cold bath, quelque chose que moi j'aime énormément faire. Oui. De où vient cette discipline-là techniquement? Puis encore là, peut-être pas que tu as la réponse à ça directement, mais toi, dans ta vie, comment est-ce que ça a commencé? Puis de quelle façon est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est bon pour les gens? Pourquoi est-ce que les gens devraient commencer ça? Qu'est-ce qui... Tu sais, c'est là que j'ai envie qu'on parle un peu. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est clair que les pays nordiques, plus la Russie, dans leur tradition, il y a tout le temps eu du froid. Maintenant, je pense qu'on commence à comprendre un petit peu pourquoi, parce que tout le monde comprend que quand on est carencé en vitamine D, ça va pas bien. La vitamine D, c'est le soleil. Fait que quand on vit dans un hémisphère où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, on a tendance à supplémenter en vitamine D, mais maintenant, ils s'aperçoivent qu'une exposition au froid crée la même exposition UV à tes cellules et pourrait être une des raisons de pourquoi c'est comme ça que tu n'as pas de dépression saisonnière et compagnie en le faisant. Fait que ça commence à être regardé, mais souvent, la science trouve plus tard qu'est-ce qu'on savait il y a des générations que c'était une bonne idée. Mais fait que ça, c'est un peu pour l'histoire de sûrement pourquoi ça a été développé, que dans les pays froids, ils s'exposent au froid. Ben, sûrement que ça a rapport avec ça. Puis maintenant, pourquoi est-ce que c'est bon pour les gens? Ben, de un, c'est extrêmement bon pour la résilience. Parce que la plupart... Je connais personne, même moi qui aime faire des challenges, qui se dit « Ouais, c'est une bonne idée dans un bain froid. » Je veux dire, il n'y a personne qui trouve ça... il se dit « Ah, ça va être un bon défi. » Mais il n'y a personne qui se dit « Ah, wow, ça doit être cool. » Ça va faire mal, tu le sais. Yeah. Fait que par défaut, tu décides de faire quelque chose d'inconfortable. C'est un peu comme de décider d'aller faire un marathon. Tu sais que ça va être tough, peu importe t'es qui. Là, fait que tu te mets un défi. Fait que déjà, pour la résilience, c'est bon. Après ça, on parlait de dopamine. Tu as une énorme décharge de dopamine. Donc, si on est un peu en quête de ce... C'est un peu comme un patch Nicorette, tu sais. Yeah. Fait que, mettons, tu veux plus utiliser ton téléphone, mais c'est la fin du monde, tu as des tics quasiment d'aller le chercher, tu sais. Let's go. Comme les enfants qu'on voit là, quand ils dorment, là, qui font ça. Là, fait que si t'es rendu là, peut-être ça pourrait être une bonne idée, parce que tu vas bien te sentir pendant les au moins 6 heures suivantes. Peut-être ça t'aide à sortir de ça. C'est très étudié pour les gens qui veulent sortir de dépendance autre aussi. Ben, c'est quelque chose auquel, du moins pour le moment, on pense que ton corps ne s'habitue pas. Fait que d'habitude, si tu te mets à scroller, 10 minutes, c'est suffisant. Puis genre, dans un an, c'est 1 heure. Tu as tout le temps besoin de plus. Puis avec l'alcool, c'est pareil. Puis avec,
techniquement, tu as tout le temps la même décharge de dopamine avec 1 minute de bain froid. T'sais. Genre, ton corps s'habitue pas. T'sais. Fait que ça, déjà, ça peut être pas pire parce que tu te retrouves pas avec quelqu'un qui a besoin de faire 4 heures de bain froid. Genre... fait qu'il a enlevé un autre problème parce que maintenant, c'est un glaçon. Il peut plus parler au téléphone parce qu'il parle genre comme ça. Fait que ça peut t'aider à ce niveau-là aussi. Ça aide énormément aussi à transformer ton gras blanc en gras brun. Fait qu'à l'âge adulte, tu n'as plus vraiment de gras brun. Ça, c'est un peu si, toi, tu as eu des enfants, tu le vois, là, c'est assez impressionnant comment des petits-enfants, ils n'ont pas vraiment froid. C'est comme une... Puis leur système n'est pas vraiment capable de s'auto-réguler de la même façon que nous. C'est leur gras, dans le fond, qui les chauffe. Fait que le gras brun, c'est du gras régulier, qu'on appellerait blanc, avec une mitochondrie, fait comme une machine à énergie, là, dedans. Puis à l'âge adulte, on a tendance à les perdre. Ouais. Quand tu t'exposes au froid, tu recrées du gras brun, ce qui fait que tu as tendance à avoir moins froid. Tu as tendance à moins être la personne qui est comme « Non, je suis gelé ». Fait que, parce que ton corps est capable de générer plus de chaleur facilement. Fait que ça, c'est pratique quand tu vis au Québec, là. À ce niveau-là. Puis ça fait un énorme travail de vasoconstruction, vasodilatation. Fait que tout ton système des 300 000 km qu'on a de veines et d'artères, quand tu rentres dans le bain froid, puis quand tu ressors, quand il se réchauffe tranquillement, il faut qu'il se réouvre. Fait que ça aide énormément, dans le fond, à ta santé circulatoire. Okay. Fait que ça peut être très bon aussi, justement, pour tous ceux qui... vous avez besoin d'aller voir votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des problèmes d'hypertension, tout ça, mais ça peut aider ça. Mais checker avec votre médecin, là, je ne suis pas médecin. Penses-tu que le médecin moderne du Québec va dire oui au cold bath? Il y a des bonnes chances, mais on a plusieurs personnes que oui. La médecine traditionnelle est plus basée sur le traitement des symptômes que le traitement des causes. Ça, c'est clair, c'est ça qu'ils apprennent. Par contre, je suis assez agréablement surpris de la nouvelle génération de médecins qui, comme mon frère qui est médecin, un peu plus jeune que moi, qui a tendance à m'appeler s'il y a un problème orthopédique au genou, t'sais. Parce qu'il est comme, c'est peut-être parce que je bouge mal. Okay. Fait qu'essaie de... Voici un peu comment j'ai tendance à les voir. Je suis très pour la médecine parce que quand tu te casses la jambe, c'est pratique. Hein? Ben oui. Si tu as une infection, c'est pratique. Bon. Mon plus jeune, il était allé 2 fois en hospitalisation avec de l'oxygène. Je l'aurais perdu sans la médecine moderne. Ouais. C'est très pratique. Là. Je suis zéro contre la médecine. Mais l'image que j'aimerais que les gens aient, c'est qu'un médecin, c'est comme un lifeguard. Tu es en train d'être noyé, tu as besoin du lifeguard. Il faut qu'il te sorte de l'eau. C'est pas lui à la base. Mais sauf qu'après le lifeguard, tu as besoin d'un maître nageur. Retourne pas dans le profond. Là. Ouais. Genre, parce que tu vas... Fait qu'arrête d'utiliser le lifeguard. Là. T'es comme, OK, j'ai appris ma limite. Là. Genre, là, j'ai plus pied. Il faut que je nage. Puis des gens qui sont en prévention, c'est tes maîtres nageurs. Puis après, on peut parler des forces en présence. C'est sûr que tout le Big Pharma et compagnie n'a pas trop envie que tu apprennes à nager parce que la culture de la maladie va plus être profitable. Mais comme individu, j'encourage définitivement tout le monde. Puis c'est le message qu'on a avec le CrossFit, avec O2CO2, c'est reprends contrôle de qu'est-ce que tu es capable de faire. Reprends contrôle, l'analogie de l'auto, d'être capable de changer ton wiper, de gonfler tes pneus, de huiler un petit peu ta portière. Puis c'est sûr que s'il y a un problème de transmission, on va voir le garagiste. Ça, c'est certain. Mais apprends à faire les petites affaires. J'adore ça. Petit segment publicitaire de Shop Santé. On fait un petit jeu ensemble aujourd'hui. Shop Santé est des partenaires, des sponsors du podcast. Je vais te faire un petit segment vrai ou faux de différentes questions par rapport à ce qu'on a déjà discuté ensemble. J'ai un petit cadeau aussi. Tu peux ouvrir ça chez vous par la suite. Nice. Des produits de Shop Santé. Pour toi à l'intérieur. J'ai-tu des affaires de Go Beans et compagnie, de M. Sévigny? Oh tout yes, ça à l'intérieur. Shout out à M. Sévigny. M. Sévigny, j'aime ça. Il devine ça en plus. Il y a 1001 produits chez Shop Santé. T'as bien deviné? T'as bien deviné. Fait que 3 questions. Tu me dis vrai ou faux, puis évidemment, on va développer un petit peu sur des sujets par rapport à CrossFit et cold bath. Vrai ou faux, les douches froides sont aussi efficaces que les immersions dans l'eau froide? Vrai. Vrai? C'est vrai? J'aimerais que ça serait faux. C'est parce que ça dépend c'est quoi notre définition de efficace. OK. Mais si l'objectif, c'est de s'exposer au froid, ça va être excellent. Mais il y a plein d'expositions au froid. Tu peux aussi te mettre en bedaine puis aller marcher dehors là, 10 minutes. Là.
Après, si on veut regarder la rapidité à laquelle tu Ouais, vas c'est peut-être faire plus ça. chuter ta température, oui, l'immersion dans un bain froid va être plus efficace. Si tu veux regarder aussi la douceur, entre guillemets, je pense que c'est plus facile d'apprendre à le faire en douceur dans un bain. C'est moins agressant de pow, genre ça te rentre dans le dos. Ouais. Tu sais, Mais par contre, au niveau. Ça reste justement du marketing. Là, tu sais. Il y a beaucoup de compagnies qui veulent te vendre des cold baths, puis c'est très bien. Fait qu'ils vont te dire que c'est mieux que la douche, que tout le monde a accès à la douche. Ouais. Mais moi, je te dis, justement, reprenons le contrôle. Laisse pas qu'est-ce que tu peux pas faire se mettre dans le chemin de ce que tu peux faire. Tu sais. Ok. Si tu te dis, c'est même trop cher acheter un cold bath ou j'ai pas de balcon, je peux pas, prends ta douche. Au Québec, t'es chanceux. En ce moment, l'eau est à 3 Ouais, degrés. Tu sais, c'est gratuit. Parce que moi, ça, c'est quelque chose de morning. Tous les mornings, c'est une douche froide. Oh, ça marche très, très bien. Là. Ouais. Le King Wim Hof, le King du froid, là, il utilise énormément la douche puis il dit de l'utiliser. Ok. Fait qu'hésitez pas. Là. Vrai ou faux, le CrossFit est plus dangereux que l'entraînement régulier au gym. On en a parlé Euh, tantôt parce que tu disais que tu étais content que ça change tranquillement puis qu'avant, les gens le voyaient beaucoup comme étant oui, oui. dangereux. C'est quoi la vision que les gens ont aujourd'hui? Puis toi, ton explication par rapport à est-ce que oui, c'est plus dangereux ou non que d'aller juste au gym? On va dire vrai et faux. Je vais OK. te dire. Fait que, comment est-ce que tu étudies que quelque chose est dangereux? Si tu regardes au niveau scientifique, c'est 1000 heures de pratique, combien d'incidences de blessures? OK. 1000 heures de pratique de CrossFit, tu as entre 2 et 2,5 incidences de blessures. 1000 heures d'entraînement, tu as entre 1 et 7,5. Fait que ça dépend de ce que tu fais. Le bodybuilding étant le plus bas. Maintenant, ça, c'est juste pendant l'activité. OK. Si on demande, est-ce que c'est plus sécuritaire d'apprendre à faire des mouvements en isolation, comme en bodybuilding traditionnel, puis après d'aider ton ami à déménager, ou de faire du CrossFit, puis après être capable d'aller déménager, je vais te dire que le CrossFit est moins dangereux pour dans la vie de tous les jours, parce que tu seras plus prêt à aller faire ton ski, à aller nager, tu ne te tourneras pas genre les reins en même temps de ramasser ton savon dans la douche. Mais si on regarde juste au niveau pendant l'activité, ça dépend de ce que tu fais dans le fond, OK. mais c'est définitivement beaucoup plus bas que les gens pensent. C'est en dessous de la course à pied. OK. C'est au même niveau que le jardinage. OK. OK? Donc, où est-ce que, tu sais, OK, on est à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que les gens le voient comme ça? Puis encore une fois, de mon background, je le sais que les mouvements sont plus, disons le mot intense, sont plus complets dans ce que vous faites là. Donc, d'un œil extérieur, tu as plus l'impression qu'il y a un potentiel de blessure. Puis tu vois, bon, les snatchs, tu vois les scies. mhm. Puis qu'est-ce qui. Ben, ça Ben, te donne la réponse, mais. il y a deux choses là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est plus sécuritaire? La raison pourquoi c'est plus sécuritaire, je vais te donner une analogie. Si tu vas sur YouTube, tu vas trouver des gens qui claiment d'être les champions du monde dans à peu près tous les mouvements qu'on utilise. L'arraché, le clean and jerk, le bench, le back squat. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements qui utilisent polyarticulaires, fait qu'ils utilisent plus d'articulation, qui va disperser la charge sur tout le corps. Fait que même si tu essayes un back squat avec trop de poids, tu vas t'en sortir. OK. Maintenant, si tu t'en vas dans l'isolation, si on connaît un champion du monde en bodybuilding, est-ce qu'il poste une vidéo de lui qui est capable de faire un 1 rep max en dumbbell fly? Non, parce qu'il est intelligent. C'est pas un mouvement qui est fait pour faire un 1 rep max. C'est Ouais. un mouvement qui va être dangereux si tu fais un 1 rep max. Parce que par définition, tu réduis le nombre de fibres musculaires de groupes musculaires que tu utilises pour maximiser, de cibler quelque chose que tu veux hypertrophier. Fait que c'est beaucoup plus sécuritaire du fait que tu peux mal le faire puis t'en sortir. La preuve, tout le monde capote sur les enfants. Ah ouais, ils bougent bien tout ça parce qu'ils ont une bonne amplitude. Mais va dans un parc. Regarde-les sauter toutes, les genoux rentrent dedans. Regardez-les courir, les genoux vont vers le côté. Regardez, ils bougent pas si bien. Mais comme ils font des mouvements fonctionnels, ils se blessent pas. Par contre, tu vas voir quelqu'un qui fait des dumbbell fly puis du pec deck tout croche. Là, il y a plus de chances de se faire mal. Ouais, c'est clair. Fait qu'à ce niveau-là, c'est plus safe parce que tu peux le pratiquer mal pendant longtemps avant d'avoir un problème. Ça veut pas dire que tu devrais le faire mal. Là. Tu sais, va apprendre puis fais-le bien. Ouais, c'est Ça, pour c'est ça sûr. aussi. Après, pourquoi les gens pensent que c'est dangereux? Hey, ça remonte à il y a longtemps. Je vous invite à aller regarder sur Internet. Tout a été mis, mais la NSCA, National Strength Conditioning Association, a publié une fausse étude OK. au début des années 2000 sur le CrossFit qui disait que c'était extrêmement dangereux. CrossFit a perdu son contrat avec l'armée américaine et l'armée canadienne à ce moment-là. Notre patron a pété une coche, les a poursuivis, on a gagné. Et ils ont même réussi à prouver qu'ils avaient publié beaucoup de fausses études
sur d'autres disciplines aussi. Ah, ouais. Parce que dans le fond, c'était pas eux qui avaient le contrat de certifier les entraîneurs. Fait qu'ils n'aimaient pas ça. Fait que pendant longtemps, hein, ça a été à cause de cette étude-là qui est passée dans plein de workout mag et compagnie. Le CrossFit est très dangereux. Mais en fait, justement, si tu regardes, c'est pour ça que je vous invite d'aller voir les études. 3,5 incidences de blessures. Écoute, le hockey, c'est à 14. Là, puis personne capote quand tu dis je joue au hockey avec mes chums. Là. On s'entend. Là. Ouais. Donc, c'est très peu, c'est très safe. Maintenant, c'est sûr que quand on dit une incidence de blessure, ça peut être tu te déchires la main. Hein? C'est pas une blessure qui met la fin à ta carrière. Là. Pareil que quand on fait du bodybuilding, on peut avoir une bursite. Ça compterait comme une blessure. Mais tu peux continuer. Là, on s'entend. Là. C'est pas... Mais tu peux aussi. Avec ton one rep max sur le fly, tu peux aussi. Ouais, mais ça, c'est une mauvaise idée. Personne ne fait ça. Là. C'est zéro pour dire que. C'est juste pour différencier les deux. Hein. C'est zéro pour dire que le bodybuilding est niaiseux. Ben non. C'est pour dire justement, c'est pour ça qu'on voit pas quelqu'un qui claim être le champion du dumbbell fly ou le lateral raise. Je suis d'accord. Vrai ou faux, faire trop de cold bath peut être mauvais. Tout, oui, parce que tout en excès devient mauvais. De l'eau, c'est fantastique. Tu bois trop d'eau, tu fais de l'hyponatrémie, tu meurs. Ouais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Je vous recommande d'aller voir. Il y a plus de gens qui meurent d'hyponatrémie en Amérique du Nord qu'il y a 0 personne en fait qui meurt de déshydratation. Fait qu'il y a peur à la surhydratation beaucoup plus que la déshydratation. Hashtag attention à ce que Gatorade, Powerade et tout et compagnie disent. Faut pas trop boire. Ouais. Mais dans le fond, trop de cold bath, de un, si t'es un athlète, tu baisses tellement ton inflammation que tout le monde, hey, c'est le diable, l'inflammation. Ouais, mais sans inflammation, t'as pas d'hypertrophie non plus, t'as pas de réparation. Fait que, trop, tu vas complètement éliminer tes gains. Trop de cold bath aussi. N'importe quoi que ton corps, là, ça rentre peut-être un peu, certains vont dire ésotérique, là, mais chaque humain est un peu 3 aspects. Intelligent, un corps, l'intelligence, le corps puis la spiritualité. Là. Fait que si ton corps, il décide que c'est trop, parce qu'à un moment donné, il va trouver que c'est trop, il va trouver une façon que tu veux plus y aller. Fait que tu vas commencer à avoir des engelures, tu vas commencer à avoir... Il va trouver une façon. C'est le principe des gens qui n'aiment pas leur travail, ils tombent en dépression. Ils aiment pas... Ton corps va trouver une façon de te faire arrêter ce qu'il n'aime pas. Fait que fais-en pas trop. Comme on dit, c'est une bonne idée de faire des cycles. En hiver, fais-en plus. En été, chill un peu. Puis c'est réglé. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi ma question? Par rapport à l'entraînement, justement, là. Tu sais, dans le sens, je sais que peut-être on peut parler rapidement de timing, peut-être un petit peu au niveau des cold baths. Parce que là, on parlait post-workout ou autre. Ou c'est-tu encore ça qui est the thing, de le faire après ton effort physique? Est-ce que de remettre plus de stress, plus de cortisol quand tu viens de terminer un entraînement physique, c'est mauvais? C'est quoi toutes tes recommandations par rapport à un cold bath? Techniquement, quand tu fais un cold bath, par contre, tu as beaucoup de noradrénaline qui enlève ton cortisol. Fait que techniquement, ça serait un peu différent. Là, mais fait que si tu veux faire un cold bath, ça dépend toujours de ce que tu veux faire. Si tu es dans une compétition sportive, ton objectif, c'est de te sentir le mieux possible, le plus rapidement possible. Pas d'avoir des gains. Là. Tes gains ont déjà été faits. Ouais. Fait que le plus rapidement après ton effort, tu vas dans le cold bath, c'est comme si ça stoppait. Tu tricks un peu ton corps, tu dis non, tout va bien. Puis là, tu es prêt pour dans 2 heures ta prochaine épreuve. Okay. Genre les tournois de soccer, quand ils en ont 2 par jour. Tu sais, 2 fois 90 minutes de game, là, c'est comme va dans ton cold bath si tu veux. Si tu le tolères bien et t'aimes ça. Pas pour la première fois, là. Genre si tu t'es pratiqué. Après ça, si tu es dans des endroits où est-ce que il fait très chaud, maintenant, on commence la fatigue musculaire, là, puis pourquoi tu t'arrêtes, c'est très controversé en ce moment. Là. Il y en a qui disent que c'est principalement psychologique. Si tu regardes toutes les affaires de Can't Hurt Me et compagnie, là, le governor, tu en as d'autres qui commencent à dire que c'est une question de la surchauffe de ton ADN, fait que ta mitochondrie est plus capable de fonctionner après une certaine température. D'où le fait que tu frappes un mur. Là, fait que tout est une question, dans le fond, c'est comme si tu avais une température max que tu peux atteindre. Puis plus tu t'entraînes dans une épreuve sportive, plus ta température augmente. Okay. Fait que ce qui commence à s'apercevoir, c'est que prendre une slush, fait que pas une vraie slush, là, mais de la glace concassée avec de l'eau, mettons, une demi-heure avant, tu vas refroidir ton corps, ce qui fait que tu as un plus gros buffer avant d'arriver à ta température maximale. Fait que si tu es dans un endroit où il fait 30 dehors pour jouer une game de soccer, mettons,
bonne idée. Ou même de faire un cold bath jusqu'à 20-25 minutes avant. OK. Pas de 3 minutes, là, de 1 minute, juste pour descendre un petit peu ta température corporelle pour avoir un plus gros buffer. Ça serait intelligent aussi. OK. Mais il faut vraiment l'avoir pratiqué avant, puis il faut un bon échauffement. Essayez pas ça une journée de compétition, c'est pas une bonne idée. Mais ça, c'est scientifiquement, là, c'est ça qu'ils vont te dire. Puis sinon, le moment idéal, ce serait le plus loin possible quand tu le fais juste en journée normale, là, le plus loin possible de ton entraînement. Fait que, souvent, on va dire, si tu t'entraînes le matin, ben, pas juste avant de te coucher, là, mais plus tard dans l'après-midi, tu pourrais faire ton cold bath. Ou tu pourrais faire ton cold bath le matin pour te réveiller et t'entraîner le soir. OK. Merci, Shop Santé, pour les questions et pour le sponsorship. Merci pour les cadeaux à Mathieu aussi. Fait que Merci, merci. on revient à l'épisode régulier. Je sais que tu disais à Max comme quoi, pour toi, c'est quand même assez important de parler aux parents puis de ne pas les laisser se décourager par le fameux comme hey, quand tu vas être parent, tu ne pourras plus faire telle affaire ou telle affaire. Toi, tu as 3 enfants. Est-ce que toi, tu ressens qu'il y a des choses que tu as pu été capable de faire ou au contraire, j'imagine que non, tu t'es pas mis cette idéologie-là dans la tête quand tu as eu des enfants? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux en parler aux parents? Ben, je pense beaucoup que d'ailleurs, c'est un des sujets du livre. Là, on parle du mythe de la société que quand tu commences à avoir des enfants ou tu commences à avoir une vraie job, après, c'est fini de niaiser. Il faut que ça soit sérieux. Puis, encore une fois, c'est la mentalité de go hard ou go home. Tu es rendu le pourvoyeur ou la pourvoyeur de la famille, là, ou les deux. Là, mais il faut que tu te sacrifies. C'est le côté je me sacrifie chemin de croix pendant les 30 prochaines années pour mes enfants. Puis l'idée, il commence à avoir un mouvement qui d'ailleurs en parle beaucoup, c'est que c'est une très mauvaise idée parce que si pendant les 20 prochaines années, tu ne fais pas attention à toi, là, ben, au lieu d'aider tes enfants, là, tu viens de les condamner que toi, tu vas avoir une retraite où il faut qu'ils viennent te voir tous les jours parce que tu n'es pas capable de fonctionner tout seul. Fait que le plus beau cadeau, en fait, que tu peux leur faire et te faire, c'est de continuer à être actif. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choix à faire. Tu parles à quelqu'un avant d'avoir des enfants, je m'entraînais 8 heures par jour, puis ma job, c'était d'essayer de gagner des courses de bateau à voile. Maintenant, je m'entraîne beaucoup moins. Pour la plupart des gens, ils capoteraient parce que je m'entraîne autour de 2 heures. Mais de 8 à 2, on s'entend, j'ai diminué par 4. Fait que si toi, tu t'entraînais 1 heure, peut-être qu'il y a des choix à faire, puis il va falloir que tu aies 2 dumbbells, une corde à sauter dans ton sous-sol, puis tu fasses des petits circuits de 15 minutes. C'est sûr. Ouais. Mais il faut le maintenir, ça, c'est sûr. Parce que de 1 pour toi, de 2 pour le futur toi, de 3, surtout chez les mamans, il y a une autre étude excellente. Tous les adolescents dont la maman s'entraîne ont 90% de chances d'avoir un style de vie actif. Okay? Encore plus que le papa. Parce qu'ils remarquent ça, parce que c'est moins fréquent. Puis l'entourage leur dit « Hey, ta mère est bien cool. Tu sais, wow, genre, elle s'entraîne. Hey, quand on skie, elle vient avec nous, elle est capable de faire les skis de boss. » Ça marque plus l'imaginaire où est-ce qu'on a tendance à dire « Ah, c'est normal, son père, il le fait. » Okay. Stéréotype, mais Ouais. l'utiliser à son avantage. Mais c'est quand même une bonne idée si vous êtes papa aussi de vous entraîner. Là. Ça marque les enfants. Puis ils ont tendance à copier ce qu'on fait plus que ce qu'on dit. Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est une super bonne idée de le faire. Puis parce qu'on a tendance à être dans une société où est-ce qu'on pense beaucoup à je gagne combien de l'heure, puis tu sais, mon travail 40 heures aussi. On a tendance à penser justement, tu sais, si je donne 1 heure à l'entraînement, c'est 1 heure de moins de travail. Ouais. Il faut commencer à penser à c'est quoi cette productivité-là dans cette heure-là. Tu es beaucoup plus productif quand ta santé va à 100%, Ben oui. quand tu es bien dans ta tête. Fait que c'est pas d'enlever 1 heure, c'est 1 heure de vraiment... La vraie définition de l'investissement, c'est quoi, là? C'est que tu payes ou tu commits à quelque chose avec ton attention ou ton argent ou tes ressources pour pouvoir en faire plus après. Tu sais, comme dire, j'ai investi dans une paire de jeans, c'est faux, là. Tu as dépensé dans une paire de jeans. Mais tu peux investir dans une canne à pêche qui te permet de pêcher. Tu peux investir dans l'entraînement, hein, dans un style de vie actif parce que ça te permet d'en faire plus dans ta vie. Fait que je trouve que c'est un vrai investissement de le faire. Puis, à mon avis, c'est juste un mythe. Moi, je rêve un peu de... Tu sais, ma famille vient de France, là, puis ils ont une vieille grange qu'ils ont reconvertie en maison. Puis là-dedans, la cuisine est minuscule. Okay? Puis il y était 13 enfants. Tu sais, la cuisine est minuscule. Puis il y a une mini-salle pour la TV, tu sais. Puis il n'y a pas de salle pour l'ordi. Puis, tu sais. Mais il y a une salle pour le piano. Parce que dans ce temps-là, il y avait ça. Puis là, tu regardes les nouvelles maisons. Les cuisines sont grandes. Il y a un gros salon pour la TV.
Moi, je rêve que bientôt, c'est normal qu'il y ait une salle pour t'entraîner. Tu sais. Ok. Ben, ça nous appartient de le faire. Là. Ben oui. C'est pas impossible. Là. Moi, quand j'étais jeune, c'était normal de fumer dans les bars. Là. C'était normal d'avoir un médecin qui fume, là, qui fait des pubs pour les cigarettes. Là, maintenant, c'est rendu inacceptable parce qu'on a décidé de le changer. Fait que même si on trouve ça bizarre maintenant, à mon avis, si on est une minorité un petit peu allumée qui pousse, on va pouvoir aider les gens à être capables d'être un peu mieux les générations futures. Là. 100%. Tu parlais pour les enfants, mais comme tu l'as dit depuis tantôt, pour toi-même aussi. Tu es la personne la plus importante pour toi-même. Puis c'est la première fois que je vais en parler dans la saison 2, mais à la saison 1, on a parlé mille une fois. Mais la classique de dans l'avion, quand tu as ton gilet de sauvetage, il faut que tu te sauves toi en premier avant les autres. Puis je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui oublient cette notion-là quand même assez souvent. Puis c'est à leur honneur de penser aux autres avant soi-même. C'est une belle qualité dans certains sens. Mais si tu t'oublies tout le temps toi-même, Mais honnêtement, à mon avis, il y a très peu de personnes qui le font pour les vraies raisons. Il y a peut-être Mère Teresa qui le faisait, puis Gandhi. Mais à mon avis, les gens utilisent ça comme une excuse pour se cacher. Tu sais. probablement. C'est souvent plus ça. Il y en a c'est honnête. Là. Ils s'oublient vraiment, puis chapeau. Mais D'accord. souvent c'est Je suis d'accord de une dire excuse. de penser plus à ton enfant qu'à toi-même. Ça, je suis capable de dire, tu sais, leur cours, leur affaire du week-end, c'est ma priorité avant moi. Est-ce que toi, tu es incapable de trouver du temps pour toi? Ça, je suis pas d'accord. Exact. Il y a toujours un moyen de le faire ou comme toujours. Shout out à ma femme qui se lève à 4h30 pour s'entraîner de 4h45 à 5h30. Let's go. Exact, tu vois, Let's c'est go. exactement. Puis depuis qu'elle a des enfants, elle n'a pas le choix, tu sais, parce qu'elle dit c'est important pour moi. Je suis rendu à Team 5 a.m. J'aime À ça. 5h, je suis au gym. À 6h30, je suis au bureau. Et voilà. Mais tu vois, puis au départ, c'était difficile. Puis je n'aimais pas ça. Puis c'est peut-être pas mes meilleurs workouts de ma vie. Non. Ben non, définitivement pas, on va être honnête. Mais je suis fier quand je l'ai fait. Puis en ce moment, à l'âge que mes enfants ont, c'est ce qui fonctionne. Puis si je veux autant travailler, puis avoir le podcast, puis faire les trucs, c'est ce que je dois faire. Comme là, en finissant, je pourrais pas aller m'entraîner, puis après ça, j'arriverais trop tard, le trafic, là, ça. Il y a des notions, il y a des variables que tu peux pas contrôler. Mais ceux-là, de te lever un peu plus tôt, ou de ci, ou de... Tu sais, ça en est quand même. C'est pas facile. Mais si tu le fais pour les bonnes raisons. T'as lu 100 livres en 100 semaines durant la COVID. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu m'as dit que t'étais un bon lecteur, mais là... J'étais pas un bon lecteur à ce moment-là, en fait. J'ai jamais vraiment aimé lire avant de faire ce défi-là. OK. Ça vient de où, ce défi en tant que tel? Ça vient que j'avais 2 gyms, puis pendant la COVID, j'avais pas grand-chose à faire. OK. Et j'ai lu un livre de... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu dans mon feed un gars qui parlait d'un auteur canadien qui avait écrit, Scott Young, qui avait écrit Ultra Learning, OK. qui était connu pour avoir passé 1 an, 3 mois dans des pays différents, puis être devenu 100% bilingue ou trilingue ou quadrilingue, puis prendre un test de traducteur, puis avoir au moins le niveau 3. Il l'a fait en France, il l'a fait même au Brésil, il l'a fait, je ne sais plus si c'était au Japon ou en Corée, mais dans des endroits où est-ce que c'est vraiment loin de notre type, parce que tu pourrais dire en français par rapport à l'anglais, OK, pas si pire. Ben, là, c'est plus loin. Coréen ou japonais. Là. Puis il a écrit un livre sur comment est-ce que tu peux... Puis lui, il se considère comme quelqu'un de 100% normal. T'sais, il dit le ultra learning, c'est à la portée de tous. C'est capable d'apprendre rapidement et très bien quelque chose. Fait que j'ai lu ça. Puis là-dedans, ça dit que pour lui, l'espèce humaine est vraiment spéciale parce que tu as environ 100 millions de bits d'informations dans notre ADN. Puis tu es capable, si tu lis l'équivalent de 100 livres, d'avoir 100 millions de bits d'informations extérieures qui s'ajoutent à ça. Fait qu'il dit, tu sais, une girafe, elle a les bits d'informations pour être capable de marcher avant de naître. Elle ne l'apprend pas après, tu sais. Elle apprend très peu après. Fait que pour lui, il dit, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ça revient à apprendre à te programmer avec la méditation, ça revient à apprendre, c'est un truc qui est assez incroyable, c'est que dès que tu penses que ton neurone, il est à sa capacité maximale, il s'adapte, il peut aller plus loin, tu sais. Fait que ça m'a vraiment allumé, puis au lieu de me morfondre dans la dépression que je pouvais plus rien faire, je me suis dit, m'en lire 100 livres. En fait, j'en ai lu un peu plus, là, j'en ai résumé 100. Fait que là, non seulement je les ai lus, mais je les ai étudiés, tu sais. Fait qu'à 6-8 heures par jour. Là-dedans, j'ai lu une couple de livres sur la lecture rapide pour essayer d'apprendre à lire un peu plus vite, sur la rétention,
Au début, c'était très axé sur l'entraînement. Tu sais, j'ai lu Ultimate Back Fitness de genre Stuart McGill. Toutes des sommités genre là-dedans. Puis après, au bout d'un moment donné, c'est parti un peu en cosmologie puis la conscience de l'univers. Puis tout, tu sais, je suis allé un peu dans tout. Puis je te dirais, le truc qui est assez incroyable, c'est quand tu lis des bons livres, pas sur la fiction, là, fait que pas une histoire, bien que ça vaut clairement la peine de lire des livres d'histoire, là, mais je parle quand tu lis des livres d'experts là-dedans, que ce soit Dr. Jason Fung en nutrition puis jeûne, que ce soit justement Idriss Aberkan dans l'économie de la connaissance, dans les nouveaux justement philosophes et compagnie, puis crypto-monnaie, puis tu t'en vas plus dans un gars sur le fitness du dos. Ils se rejoignent tous un peu. Tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment 100 disciplines. Il y a une seule discipline. Si tu étudies quelque chose à très haut niveau, tu finis par avoir comme une petite clé de ce que peut-être Einstein cherchait, comme le langage de l'univers. C'est pas à des diamétralement opposés. Ça revient tout un peu où, au lieu d'aller de même, ça s'en va comme ça. C'est assez impressionnant. T'as-tu senti justement les bénéfices d'avoir tout ça? Oui, absolument. Là, premièrement, lire, contrairement à regarder une vidéo ou quelque chose comme ça, ça te demande quand même... Tu crées une réalité dans ta tête, t'sais. Beaucoup plus que la réalité qui t'est imposée en voyant l'image, ci, là, ça. T'sais. Fait que c'est une forme de méditation. D'ailleurs, il y en a c'est un auteur que je lisais qui disait que c'est pour ça qu'ils lisaient. Puis même principe, est-ce que tu lis bien ou pas bien? Eux, ils disaient même si tu retiens rien, tu t'es formé, tu t'es forcé à méditer pendant 30 minutes. T'sais. Il disait fait que c'était une bonne lecture pareil. Ouais. Fait que oui, ça t'aide énormément à ce niveau-là. Puis si tu te mets à lire, que ce soit fiction, non-fiction, au bout d'un moment, tu commences vraiment à voir qu'un livre, encore plus qu'un film, tu rentres un peu dans le cerveau de la personne qui l'écrit. Tu arrives à voir son fonctionnement pour eux, de sa vision de l'univers. Okay. Surtout quand c'est des experts dans ce domaine-là, ce qui est vraiment intéressant, parce que ça t'aide, toi, à poser les bonnes questions, ce qui fait que tu veux aller chercher des réponses. Je trouve pas toujours nécessairement les réponses, mais il reste quand même que, à mon avis, il y a une partie... Si tu veux une vie bien remplie, puis avoir le plus de fun possible, avec le plus d'expérience possible, pas nécessairement possible, parce que toute expérience vaut la peine d'être vécue, là, ça t'aide d'avoir des points de vue différents pour après façonner ton point de vue. Ouais, ça va. Parce que sinon, tu as tendance à penser qu'il y a juste ton point de vue qui fonctionne. C'est pas le cas. Exactement. C'est souvent pas le cas. Si on finit ensemble aujourd'hui, Matt, si tu me parles un petit peu plus de 2025, qu'est-ce qu'on peut attendre de ton côté? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a un peu plus de concentration sur le gym, O2CO2, sur un autre 100 livres? Plein d'affaires. O2CO2, on sort notre premier cours en ligne. Ça va être quasiment 7 heures de formation. Ça va être vraiment cool. On a eu bien du plaisir à le filmer. Je viens de racheter un gym CrossFit, Gym L'Atelier à Laval, où est-ce que ça fait 3 mois qu'on l'a, puis on rajoute plus de cours, puis plus de formation avec les coachs et tout ça, puis ça, c'est bien excitant. Je suis bien content d'être de retour là-dedans. Continuer, bien sûr, à faire des formations. Puis avec le livre Play for Profit, on est super chanceux. On va être publié en Arménie. Fait que je vais aller visiter l'Arménie en juillet. Nice. Bien hâte de... Je suis jamais allé. Vous allez le traduire? Exactement, ouais, il va être traduit, tout ça. Là, fait que j'ai bien hâte. Très cool. Chris vient de là, right? Exact. C'est cool. Très, très cool. Félicitations pour tout ce que tu fais. Félicitations pour toutes, premièrement, tes connaissances, mais aussi pour ton désir de continuer à apprendre tout le temps davantage. Merci de m'avoir enseigné un peu pour le combat. On va se revoir en 2025. Je suis dû pour continuer mes niveaux, pour avancer de ce côté-là, pour battre Patiquin. C'est un petit bout que je n'en ai pas fait, by the way. J'ai le gros cold bat à la maison à cette heure, mais là, je suis dû s'acheter un élément pour faire fondre la glace parce que dehors, c'était trop intense. Là, mais on verra en 2025. Un gros merci, Matt, puis bon succès en 2025. Merci beaucoup à toi. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles et un petit commentaire. On les lit à chaque semaine. Si vous voulez aussi avoir des invités que vous aimeriez dans le podcast, vous pouvez l'écrire en commentaire aussi. Et on se voit la semaine prochaine pour l'autre épisode du podcast Sport Ordinaire. Bye guys.